Les spéciales de l'info, avec le soutien du Fonds citoyen franco-allemand. Bonjour et bienvenue sur Sensation pour cette émission spéciale culture allemande. Une émission pour s'immerger un peu plus dans la culture allemande sous toutes ses formes, des plus connues aux plus originales ou inattendues. Nous sommes au Cabaret du Bout des Prés et cette émission est réalisée avec le soutien du Fonds citoyen franco-allemand et en association avec la Maison de l'Europe des Yvelines et de la Maison de l'Europe de l'Eure. Nous recevons aujourd'hui trois invités, Bénédicte Baron qui nous parlera d'expressionnisme allemand, Christophe Cavillon de musique techno et enfin Marie-Raphaël Mignet de la Maison de l'Europe des Yvelines. Bonjour à vous trois. Bonjour. Les spéciales de l'info, avec le soutien du Fonds citoyen franco-allemand. Alors, on va commencer avec vous, Bénédicte Baron. Vous êtes passionné d'art. Vous avez aussi été attaché de presse au Centre Georges Pompidou. Avec vous, on va évoquer un mouvement artistique qui trouve bon nombre de ses racines en Allemagne. Il s'agit de l'expressionnisme. Alors, dans l'expressionnisme, on trouve tout type d'art, aussi bien de la musique que du cinéma, de la peinture ou encore de l'architecture. Mais tout d'abord, comment se définit l'expressionnisme ? Alors, l'expressionnisme est une tendance artistique. Pourquoi tendance et pas mouvement ? Parce que justement, ça touche beaucoup de secteurs, comme vous venez de le dire, qui est apparu donc au début du 19e siècle, du 20e siècle, en Europe du Nord, avec surtout en terre de prédilection l'Allemagne. Et donc, c'est surtout l'expressionnisme, on peut le définir comme une projection d'une subjectivité qui tend à déformer la réalité pour justement inspirer au spectateur une réaction émotionnelle. Voilà, par exemple, vraiment un des fondateurs, pas allemand mais norvégien, c'est Munch, avec sa série Le Cri, où on voit le visage déformé pour montrer vraiment la peur, la hantise de la personne en voyant ces lumières du soleil, enfin de coucher de soleil. Voilà. Et comment il est né cette tendance ? Comment elle est née ? Elle vient d'où ? C'est pour répondre à quelque chose ? C'est pour quel est l'objectif derrière ? En fait, c'était ce mouvement, il est surtout apparu par les artistes qui sortaient, qui ont vécu qui étaient hantés par la Première Guerre mondiale. Et donc, c'était une façon, ils ont eu besoin de montrer toutes les horreurs de la guerre et de le montrer d'une façon en accentuant vraiment les émotions, les formes avec des couleurs vives, une palette très riche, avec des formes très, très marquées pour justement montrer toutes ces horreurs qui les avaient vraiment hantés à cette période-là. Un des peintres les plus connus, c'est Otto Dix. Oui. Il est né en 1891, a participé à la Première Guerre mondiale et de ce conflit est né plusieurs de ses œuvres, comme par exemple Les Joueurs de Skat. Vous pouvez nous en parler ? Oui, alors en fait, Otto Dix, il a vraiment été, lui, vraiment marqué par la Première Guerre mondiale, parce que lui, il a été plusieurs fois au front, mais vraiment en première ligne. Et donc, il est revenu complètement hanté par les images qu'il avait. Et donc, dans son œuvre, Les Joueurs de Skat, il a vraiment décrit cette frayeur, toutes ces horreurs qu'il avait vues. Et à travers, en fait, il y a plein, dans ce tableau qui est vraiment composé par trois personnages, il y a on retrouve vraiment tous les éléments de l'Allemagne à cette époque, avec en plus le skat, c'est un jeu de cartes très très populaire en Allemagne à cette période-là, et surtout les personnages ont ce qu'on appelle un peu ce qui est devenu les gueules cassées, ce qu'on a appelé après le mouvement des gueules cassées, avec le visage déformé, les crânes, les personnages sont vraiment défigurés, et donc voilà. Et une autre peinture qu'il a faite, c'est Der Krieg, où c'est plus de la gravure. On est dans quelque chose d'un peu plus gravé, qui veut dire donc Der Krieg, la guerre. Ouais. Est-ce qu'à ce moment-là, on est encore dans l'expressionnisme, ou en fait il tend à une autre forme d'art ? En fait, l'expressionnisme, il a trois courants, trois grandes parties. La première, c'est vraiment au début des années 1900, avec le pont. Je ne vais pas vous le dire en allemand parce que je ne parle pas allemand. Voilà, donc c'est le pont. Je ne vais pas dire de trop de mots en allemand. Merci. Donc il y a le pont. Après, il y a le cavalier bleu.
Voilà. Alors vraiment, en revanche, pourquoi le cavalier bleu, on ne sait pas trop, mais bon. Voilà. Et après, la troisième période, c'est justement avec Otto Dix, qu'on appelle la nouvelle objectivité. Voilà, où c'est vraiment, là, du coup, vraiment mettre en avant, vraiment être beaucoup plus objectif et vraiment montrer. Parce que vraiment, l'expressionnisme allemand, ce qu'il faut savoir, c'est. Enfin, l'expressionnisme en peinture, et même dans les autres arts, c'est vraiment en opposition totale avec l'impressionnisme. On veut vraiment montrer la réalité en l'accentuant vraiment la réalité et montrer vraiment ce pays, les horreurs qu'ils ont. Enfin, Et pourtant, ce mouvement expressionniste va avoir beaucoup de mal à survivre, avec l'arrivée d'Hitler en 1933. tout à fait. Parce qu'en fait, Hitler a justement catégorisé ces artistes expressionnistes dans ce qu'on appelait l'art dégénéré, qu'on a retrouvé après dans d'autres, pas que en peinture, et où c'est en opposition complète avec ce que lui appelait l'art héroïque, qui reprenait toutes les doctrines du régime nazi. Et qu'est-ce qui est arrivé, par exemple, à Otto Dix ou à même ces artistes de l'art dégénéré? Qu'est-ce qui leur est arrivé? Alors, par exemple, Otto Dix, lui, il a eu à peu près 170 œuvres à peu près qui ont été détruites. Et d'autres ont été, autrement, comme tous ces artistes, ils ont été tout simplement retirés de tous les musées. Et, il y en a qui ont été emprisonnés. Otto Dix a été emprisonné. Il a été même menacé d'internement s'il ne se pliait pas justement à ce que demandait le régime du moment. Donc c'est des artistes qui, du coup, il y en a beaucoup. Enfin, c'est vraiment des artistes qui se sont quelque part isolés, enfin étaient souvent seuls parce que justement ils ont dû à un moment donné se faire soit partir pour fuir justement ce régime qui ne supportait pas justement l'expression de leur art, enfin leur façon de voir les choses. Et d'autres ont préféré du coup se plier plus ou moins à la règle en rentrant, en peignant des paysages ou ce genre de choses beaucoup plus dans l'art du temps, demandé par le régime. Et en gardant toujours cet exemple d'Otto Dix, après la Seconde Guerre mondiale, il a continué avec l'expressionnisme ou finalement il n'a plus vraiment continué Non, il a pas vraiment continué. Il est rentré, je ne vais pas rentrer dans les ordres, mais rentré dans le côté plus traditionnel, en peignant justement des paysages ou des choses beaucoup plus conventionnel. Conventionnel, voilà, chercher le mot. Voilà. Et on peut prendre aussi d'autres exemples. Par exemple, Max Ernst, qui est aussi un peintre allemand qui lui a eu pas une carrière, mais si on peut dire une carrière totalement différente, puisqu'il est parti très tôt, avant l'arrivée d'Hitler en France. Ouais. Ensuite, lors de la Seconde Guerre mondiale, il est parti aux États-Unis, avant de revenir en 1953 en France, à Paris exactement. Ouais. Quel lien avait-il avec la France? Pourquoi un artiste allemand, peintre allemand, part en France alors qu'il n'y a aucune raison forcément de partir? Parce que lui, il est rentré dans un mouvement qu'on a appelé le surréalisme. Et ils étaient un peu... surréalistes, oui et non. Ils étaient un trio d'artistes, d'amis artistes. Il était très ami avec Paul Éluard, avec Samuel Beckett et autrement avec Pablo Picasso. Et donc ils se sont liés d'amitié et ils ont continué, eux, à exprimer leur art, à dénoncer eux aussi les choses un peu conventionnelles à travers à leur façon, dans un pays qui était qui était moins empreint de ce poids historique qu'avait l'Allemagne. Et aujourd'hui, comme on l'a dit, l'expressionnisme était une tendance, elle touchait plus que la peinture, elle touchait aussi la musique, l'architecture. Aujourd'hui, il reste quoi, après le passage de la Seconde Guerre mondiale? Il reste quoi de l'expressionnisme en Allemagne?
Alors en Allemagne, il y a eu dans les années 60, dans les années 1970-1980 à peu près, il y a eu un peu enfin, l'expressionnisme a essayé de ressurgir avec ce qu'on a appelé le néo-expressionnisme, avec des artistes comme Beckmann, il y a eu Schiller, enfin ce genre d'artistes qui eux continuent, où il y a Batiste aussi, Richter aussi comme artiste allemand, enfin des artistes qui aujourd'hui sont encore enfin qui ont marqué et qui marquent la peinture allemande en France, enfin et dans le monde, hein, qui ont connu parce que l'expressionnisme allemand enfin de la période d'Autodix et tout, il y a très peu on a très peu dans les collections internationales. Enfin, en France, on n'en a pas tant que ça, et les autres musées dans le monde, pas trop non plus. Pour quelle raison ? Parce que je pense que c'était un art qui a été quand même pas mal décrié, justement, et qu'il est quand même très très ancré art dégénéré. Malheureusement, il porte cette étiquette dans les esprits. Ah, mais art dégénéré, ça serait plus dans l'étiquette peut-être en Allemagne, mais pourquoi dans le monde il a eu du mal à s'exporter ? Peut-être qu'il était trop franc ? Oui, je pense que c'est sûrement pour ça, oui. Oui, c'est vraiment, parce que c'est vraiment un. Alors après, c'est vrai que l'expressionnisme allemand, enfin, on a eu des expressionnistes enfin, c'est surtout un mouvement d'Europe du Nord, mais on a quand même comme expressionniste, on a quand même Modigliani qui fait partie des artistes mais qui est moins, sa peinture est quand même moins forte, enfin l'ancrage de cette subjectivité de la réalité émotionnelle, elle est quand même beaucoup moins présente, beaucoup moins forte que pour Autodix par exemple. Et aujourd'hui, l'art allemand, par exemple en peinture, ça ressemble à quoi ? Il y a un mouvement qui est en ce moment très présent en Allemagne, où finalement l'Allemagne n'est plus vraiment devenue une nation de peintres, d'artistes. Ah si, vous avez toujours aujourd'hui, on en trouve, hein. Enfin, il y en a. Il y a par exemple Anselm Kiefer, est un artiste allemand qui est mondialement connu, qui a eu des expositions récemment. Il y a je sais qu'il y a une association sur des grands formats en plus. Sur des grands formats. Il y a eu des grosses expositions au Centre Georges Pompidou, il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a des artistes. Non, c'est l'art allemand. Il y a quand même des grands peintres allemands aujourd'hui, heureusement. Vous le ressentez, vous, Marie-Raphaëlle et Christophe, cet art allemand encore présent, par exemple, pour prendre l'exemple de la peinture, qui traverse les frontières, ou même en Allemagne, qui est aussi très présent ? Alors moi, je l'ai ressenti parce qu'à Berlin, en fait, je crois qu'ils sont assez friands de toute façon de tout ce qui est forme d'art. Et d'ailleurs, à Berlin, il y a beaucoup de musées. Il y a déjà même une petite île qu'on appelle l'île aux musées, mais il y a beaucoup de musées qui s'ouvrent aussi à l'art contemporain, etc. Ils en construisent encore. Et même pour l'anecdote, voilà, il y a quand même le Berghain, qui est quand même le temple de la musique électro, qui s'est transformé en ce moment, à cause de la Covid, en musée contemporain. Donc depuis cet été. Donc c'est quand même important, la peinture. On peut visiter assez facilement des expos avec plusieurs expressions artistiques qui sont réunies dans des endroits qui peuvent être incroyables. Et je pense que c'est important de toutes les façons en Allemagne d'avoir accès à cet art qui est l'accès à une liberté en fait. Du coup, je crois que c'est le milieu propice, surtout à Berlin, pour pouvoir s'exprimer. Et c'est vrai, il y a une production pour moi. Moi, je trouve qu'il y a une production importante. Et même, il y a même des gens qui sont... on rencontre beaucoup de peintres, on rencontre beaucoup d'artistes à Berlin qui participent justement à nourrir cet enrichissement et cet engouement pour l'art. Et oui, Marie-Raphaëlle ? Oui, tout à fait. J'ai exactement le même ressenti quand on a des jeunes, nous, à la Maison de l'Europe, de jeunes stagiaires qui reviennent de Berlin et qui nous font des retours disant que c'est une ville assez bouillonnante en termes d'art et pas
seulement une ville musée où on rentre dans un musée un petit peu religieusement pour visiter quelque chose, mais qu'on peut trouver des expos, discuter avec des artistes plus facilement peut-être que dans une ville comme Paris, qui sera peut-être plus académique en termes de rapport à l'art, et des jeunes qui n'étaient pas du tout accoutumés à visiter des musées, etc., reviennent en me disant bah tiens, ça c'est chouette, on a découvert ça, ça et ça. Donc je pense, alors personnellement, je vois pas beaucoup d'artistes allemands, notamment sur le sol français, mais en tout cas, je vois qu'en Allemagne, il se passe pas mal de choses et que les gens, toutes catégories d'âge confondues, en sont assez friands. Donc je trouve ça plutôt sympa. Bah, en fait, moi, qui connaît aussi l'Allemagne, j'y vais assez régulièrement, et surtout à Berlin. Ouais. Il y a énormément d'expositions qui sont liées à l'expression, mais qui peut être aussi sur la mode. Cet été, j'ai vu justement sur la conscience de la mode, avec la Covid, etc., quelles étaient les alternatives éco, etc., de la mode. Et c'est hyper intéressant parce que un musée qui consacre une exposition large, et c'est pas juste une salle obscure, c'est vraiment avec des solutions, etc. Et des designers qui travaillent de façon engagée, c'est hyper intéressant. Et c'est aussi ça la forme de l'art à Berlin, c'est que c'est pas juste une contemplation, c'est aussi un dialogue. C'est un dialogue qui est une expression personnelle avec des gens qui vont réceptionner un message, qui vont essayer de travailler avec. Et je pense que c'est ça, en ça que les étudiants peuvent être stimulés. C'est-à-dire que c'est pas le même rapport en France où on a un côté plus classique, Tout à fait. plus stratifié. Je trouve qu'à Berlin, c'est un peu plus simple. En fait, les rencontres sont plus simples. La compréhension, même son avis compte, et on peut l'échanger et dans l'échange créer une stimulation qui créera autre chose. En fait, il y a une espèce de mouvement constant. Oui. Qui fait que les gens sont stimulés et du coup, je pense que c'est fondamentalement important. C'est aussi peut-être une des raisons pour lesquelles vous avez en Allemagne et en Berlin quand même des squats artistiques avec des gens qui refusent d'être dans un système, même comme les musées, même si berlinois, et qui préfèrent que leur art soit exposé comme ça à la vue de tout le monde dans les rues, etc. C'est aussi pour ça qu'on fait aussi des festivals de cinéma, aussi dans des squats, etc., avec des expressions qui sont des expressions queer ou des expressions complètement alternatives, de façon à ce qu'il y ait toujours un mouvement du dialogue artistique, que ce ne soit pas juste une représentation dans un musée. Et je crois que c'est la qualité de la population berlinoise, c'est qu'elle est massivement stimulante parce que les gens viennent de partout et ont toujours un parcours assez intéressant en tout cas et veulent le partager avec d'autres. Ouais, mais je crois aussi que c'est aussi parce qu'ils ont besoin, ils ont envie qu'on enlève, qu'on retire cette mémoire. Ils ont été très marqués, ils ont une sorte de honte de ce qui s'est passé. Autant, par exemple, parce qu'on parlait de l'art dégénéré sous le régime nazisme et tout. Et donc, je pense qu'ils ont besoin ils ont envie de montrer que l'Allemagne, c'est pas que ça, et qu'il y a cette soif de liberté. Et justement, ils ont tellement été oppressés par cette histoire qui est quand même cet héritage historique qui est très lourd à porter. Je pense que les artistes ont besoin, justement, aujourd'hui de se libérer et de montrer, et donc ce côté aussi de ne pas être dans des musées, de vouloir plutôt s'exprimer d'une autre façon. C'est peut-être aussi pour justement enlever ce côté... Il y a le cadre social qu'il faut complètement se retirer. Il y a déjà la première part, effectivement, ce traumatisme de la guerre et de l'humiliation, parce qu'il y a une humiliation. À la fin, quand même, Berlin, principalement, était la ville la plus sanctionnée. Elle a été divisée, elle a été, comment dirais-je, dirigée par d'autres personnes. Donc vous aviez l'Ouest et l'Est. L'un était finalement démocrate dictateur, l'autre était ouvert mais toujours sur le jugement. C'est difficile quand je pense qu'on est allemand, surtout qu'il faut considérer que Berlin était juste avant la guerre et même pendant le nazisme, une ville brillante et riche.
Donc ça a été très consternant de voir que d'un seul coup, elles deviennent la seule honte de l'Europe. D'un seul coup, c'était... et les Allemands qui vivaient à Berlin l'ont payé tout de suite, puisque la construction du mur, la séparation, le fait qu'on ne puisse pas passer de l'un à l'autre, les familles qui se sont séparées, etc. Ça a été hyper violent. L'économie qui est partie... il n'y avait plus d'économie, plus rien. Les gens se sont retrouvés d'un côté ou d'un autre. D'autres, le côté de l'Ouest, où on vivait plus ou moins bien, mais quand même sur le diktat anglais-américain. Donc très bien pour le jazz, etc. Et un art qui ressemblait à du chewing-gum et des hamburgers, mais c'était pas non plus l'identité allemande. Et puis de l'autre côté, où il n'y avait plus rien, puisque vous étiez qu'un numéro, un dossier, et vous participiez à une espèce de propagande politique qui vous laissait pas vraiment beaucoup d'identité personnelle. Donc il y a ces deux trucs qui font qu'il y a eu un cri de liberté. Et qui a été la première notion, je pense, c'était de se réappréhender son espace, sa musique, son art, essayer de se laver un petit peu, et puis de plus jamais se retrouver dans ce schéma de honte qui était d'avoir été un oppresseur et qu'on apprend à tout le monde en plus. L'histoire mondiale se répète tout le temps. Chaque année, on parlera toujours de la Seconde Guerre mondiale et de l'Allemagne qui est précurseur du nazisme, qui a été un grand traumatisme à la fois pour les Allemands en premier lieu et après pour le reste du monde. Donc je crois que c'est vrai que c'est la chose qui fait qu'en Allemagne, la liberté est importante, et à Berlin aussi. Ouais. Et ce statut d'oppresseur qu'a Berlin, les autres villes allemandes le ressentent de la même façon ? Non, parce que les mémoires sont courtes, parce que la richesse des autres pays font qu'on oublie un peu, et on regarde de Berlin les villes comme Hambourg, Munich, etc. Regarde Düsseldorf, etc. Regarde Berlin comme la petite sœur un peu qu'on n'a pas réussi socialement à réintégrer. Il faut savoir que la réunification de l'Allemagne, c'est quand même que 89, donc c'est resté quand même pour le développement économique, les autres ont bien vécu. L'Allemagne, surtout Berlin, était la ville la plus pauvre, et l'est encore, de l'Allemagne. Et on connaît aussi en Allemagne la musique. Donc on va passer maintenant sur le pan musical avec vous, Christophe Cavillon. Les spéciales de l'info, avec le soutien du Fonds citoyen franco-allemand. Donc en Allemagne, on a Mozart, on a Rammstein, mais on a aussi beaucoup d'autres qui ont fait leur place. On a Wagner. On a Wagner aussi. Oui, je pense que l'époque dont on parle, c'était exactement ça. Pourquoi et comment Berlin est devenue la nouvelle scène électro ? Alors, il y a plusieurs raisons qu'on a évoquées. C'est généralement, la première qui pour moi me vient à l'esprit, parce que déjà c'était comprendre. J'étais pas né. Donc j'étais pas là, je vais pas pouvoir faire de témoignages réels, mais je peux apporter peut-être quelques éléments de réponse, à savoir que c'était une ville qui, comme je vous l'ai dit, a été complètement détruite, donc défigurée, démunie, laissée à l'abandon. Gouverné par d'autres États, d'autres politiques. Donc il y a une déchirure politique qui était extraordinaire et donc humaine. Pendant pas mal de temps, à l'Ouest, le jazz primait. C'était, on faisait semblant de vivre à l'américaine. Et à l'Est, on vivait de façon un peu plus russe et rude. Donc c'était pas le grand développement non plus. Je pense que dans les fins des années 60, les artistes ont commencé à vouloir s'exprimer musicalement et s'exprimer par rapport à leur environnement. Donc, comme la ville était complètement détruite, était abandonnée, ils ont réutilisé les éléments pour pouvoir créer un son berlinois, une espèce d'identité. Et c'est, je pense, là qu'a commencé le son électronique, qui était basé sur récupérer avec le synthétiseur des vieux bruits, des sons de métal, de choses qui faisaient
qui représentait l'Allemagne, en tout cas représentait Berlin, le côté détruit, et c'était important de le faire parler dans la musique. Donc effectivement, fin des années 60, on a eu des artistes comme Klaus Schulze qui faisait de l'expérimental. Il y a eu d'autres groupes allemands que je ne pourrais pas vous citer parce que mon allemand n'est pas très très bon, mais qui faisaient vraiment de la musique expérimentale, qui étaient des morceaux qui déjà à l'époque pouvaient durer 6 minutes, 7 minutes, 10 minutes, avec des sons, mais déjà un son répétitif qu'on connaît maintenant aujourd'hui dans la musique électronique et techno. Mais déjà, on était sur ça. Pourquoi ? Peut-être qu'au départ aussi, c'est un langage. C'est un langage, je vous ai dit, le son venait de canettes, de barres de fer, etc. Ce qui était un peu l'état de Berlin à ce moment-là. Côté répétitif, où de toutes les façons, on ne voit pas l'issue. On voit que les autres villes d'Allemagne prospèrent. Mais en Allemagne, en Berlin, manifestement, il n'y avait pas d'industrie, il n'y avait rien. Donc les gens étaient très pauvres. Il y avait beaucoup de choses qui étaient parties, comme des industries. Donc il y avait des hangars, des entrepôts, etc., qui ont commencé à investir pour faire des manifestations un peu culturelles, sauvages, etc. On a eu des expositions d'art, etc., squats, etc., d'artistes qui ont commencé à se réunir. Cette scène, en fait... au départ, est là pour juste créer une identité. À mon avis, c'était pour créer une identité. Peu à peu, elle a commencé à attirer le regard international. Du coup, des gens de l'Ouest, de l'Allemagne de l'Ouest, de Berlin de l'Ouest, mais après, plus massivement international, de Londres, etc. Ça s'est mélangé au rock, à des sonorités rock. Donc, c'était particulier, parce qu'on appelait ça le krautrock. Krautrock, c'était vraiment un truc très rock et à la fois électro, très, très violent aussi, mais pas si violent. C'était un peu destroy et ça tombait bien peut-être dans l'état d'esprit à ce moment-là à Berlin. Ça a aussi engendré des groupes qui ont été comme Nina Hagen aussi, qui faisait un rock plus violent. On en écoute un petit extrait de Nina Hagen pour voir à peu près ce que ça donne. Offenes Fenster präsentiert Spatzenwolken, Himmel flattern, Wind bläst, meine Nase friert und paar Auspuffrohre knattern nach. Da geht die Sonne unter, rot mit Gold, so muss das sein. Sieh ich auf die Straße runter, fällt mir mein Bekannter ein. Prompt wird mir's jetzt schwer ums Herz. Ich brauch nur Wege. Et fin 70, la musique expérimentale devient totalement psychédélique. C'est une des influences. C'est une des influences où, effectivement, je pense que le monde lui-même était devenu un peu psychédélique dans les années 70. Il y a eu des influences et forcément, il y a des groupes comme Can, Kraftwerk qui s'en sont imprégnés. Et du coup, vous avez des musiques qui lient finalement toujours la même identité berlinoise qui a été ces sons expérimentaux répétitifs à quelque chose de bien plus léger, alors donc mélodieux, donc ce qui pourrait être aussi les prémices d'une musique électro un peu plus planante, etc. Mais d'un autre côté, on avait aussi le punk rock qui arrivait. Donc on a écouté tout à l'heure justement Nina Hagen, mais il y avait plus tard dans les années 90 Atari Teenager Riot, qui est un groupe berlinois aussi qui bastonne de l'électro et du rock. Donc il y avait une revendication, il y avait une rage de vivre. C'était l'expression première du son berlinois était la liberté. Et je pense que on l'écoutait comme un cri à ce moment-là. Et ça a énormément influencé la scène internationale, puisqu'on l'a retrouvé avec d'autres artistes, on l'a retrouvé sur des albums de Bowie, on l'a retrouvé sur... ça a été une inspiration qui ont fait que d'un coup, Berlin est devenu la scène du renouveau, de l'expérience, de la liberté, de la non-reconnaissance sociale d'une musique qui était bien normée à cette époque. Donc c'était plutôt... Puis après, il y avait aussi effectivement dans les années 70 une certaine liberté qui encadrait cette époque. Donc je pense que
ça devenait le début d'un grand campus, presque un laboratoire musical et certainement sensoriel pour plein de choses.